You're as cold as ice. You're willing to sacrifice our love. Salut à toutes et à tous, bienvenue pour ce 36e épisode de Colfax, le 3e de la semaine, une semaine anglaise. Après l'entretien avec Benjamin Antonietti, on vous propose un entretien avec Alain Birbaum pour revenir sur la promotion et le sacre du HC Ajoie. Et puis après, forcément, Genève Servette s'est qualifié pour la finale 3-0, balayé Zurich. On va y revenir. Et puis comme l'actu ne nous laisse pas tranquille, après les pronostics, on va aussi parler du licenciement de Florence Schelling à Berne, de la probable arrivée pour 3 ans de Chris Maxorley à Lugano, et aussi des premiers matchs de l'équipe de Suisse avant de partir au championnat du monde à Riga. Salut Greg. Salut Jean-Fred, on se voit tous les 2 jours, là ça devient, le rythme de croisière est tenu là il me semble. Ouais, puis maintenant on sera très à table en plus. Ouais, alors là on va être... on va devoir faire des épisodes de 2 heures grâce à Ajoie je pense. Hein. Ça va être Parce fou. que là on n'arrête pas de déborder, bientôt proche de l'1h30, de l'heure 30. Alors, si on nous rajoute un 5e club à couvrir, merci Ajoie et puis bravo. Ouais. Promotion du HC Ajoie, on va commencer par ça. Je pense que on reviendra à Genève un peu plus tard. Ah, ils ont au moins accompli quelque chose jusqu'au bout en fait à Ajoie. C'est pour ça que sans faire ombrage à Genève Servette, qui en finale, Ajoie a réussi à accéder à l'élite quoi. Ce dernier match, il était assez fou, j'ai trouvé. Ouais. J'avais pas l'impression durant les 60 minutes du match que c'était aussi tendu, qu'il y avait un tel enjeu. Dans le sens où il y avait des actions dans tous les sens, où il y avait des rebondissements. C'était pas les matchs de play-off serrés comme on les voit peut-être entre Rapperswil et Zug, où il y a des 2-1 tout le temps. Il faudrait pas qu'il y ait 2-1, je crois, sur ces play-offs. Il me semble que c'est un peu le score à la mode. Il y a tout le temps 2-1. Il n'y a qu'à voir Genève, il y a eu des 2-1 partout. Enfin, bref, là, pas du tout même. Ajoie s'en sort et remporte le titre lors de la prolongation. Mathias Yogi, c'est étonnant, je trouve, de tomber sur lui alors que tout le monde aurait imaginé Eisen, De Vos. Ouais. Non, Mathias Yogi qui sort Ou de Reto nulle part. Schmutz. Ou Reto Schmutz, le 3e larron. Non, Yogi qui donne le titre à Ajoie. Je sais que toi, alors, on est très content pour le HC Ajoie. Enfin voilà, ça c'est fait. Et les gens qu'on aime en plus qui aiment Ajoie, donc on est forcément content pour ceux qui suivent ce club. Exactement, on avait adoré l'épopée à Joulotte en finale de coupe. C'est le club le plus titré de ces dernières années. Ajoie. Personne ne leur arrive à la cheville. Hein. De toute façon, ils gagnent la coupe quand il n'y a pas de championnat, donc c'est eux les seuls à avoir gagné un trophée. Là, ils ont déjà un autre trophée. Alors, c'est pas un titre de. Moi, je déteste le titre de champion suisse de Ligue B. Non, t'es vainqueur de la deuxième championnat, division. ouais. Mais c'est un titre. T'as remporté un championnat, t'as obtenu la promotion directe, tant mieux. Mais toi, t'es pas ultra favorable à cette promotion de HC Ajoie. Si je lis entre les lignes ou si j'écoute entre les lignes de ces dernières semaines. C'est qu'on ne va pas casser l'effet Cendrillon, ou en tout cas le fait que tout le monde est content. Donc, je ne sais pas si c'est franchement le moment, on va dire, de parler de mes réticences. Ouais. Mais effectivement, c'est simplement d'un point de vue bêtement économique. C'est un canton de 75 000 habitants. Quand on regarde juste ça, la ville de Genève et ses alentours, enfin, on est à plus de 500 000. La ville de Lausanne, simplement la commune de Lausanne, c'est 140 000. Et c'est sans compter tout ce qu'il y a autour. Je ne parle même pas de Zurich. Donc, je sais qu'il y a Ambry, je sais qu'il y a Langnau, je sais qu'il y a Rapperswil, parce qu'il y a plein de gens qui m'ont écrit pour me dire « Oui, mais ces clubs-là, ils ont aussi, oui, mais ils ont des mouvements juniors. » Enfin, du coup, il y a certaines choses qui me chatouillent. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que, comme l'a dit le président Howard, au moins, ils ont 2 ans. Puisque la National League SA, pour le coup, a dit qu'il n'y aurait pas de relégation le championnat qui va venir. Donc, tu sais que tu as au moins 2 ans. Est-ce que ce sera suffisant pour s'établir ? Je suis un peu plus perplexe, mais je demande qu'à me tromper, alors je peux te dire. Ouais, et puis moi je suis assez favorable finalement à la Ligue qui s'étend. Donc finalement, et je l'ai déjà dit, je pense que d'autres clubs ont peut-être un futur qui s'y prête peut-être un petit peu mieux. On pense forcément à Cloton, mais au bout du compte, ceux qui ont mérité cette promotion, c'est pas Cloton, c'est Ajoie. Et moi, ça m'aurait vraiment, vraiment agacé
qu'Ajoie nous fasse le coup au dernier moment. Ouais, bon, il y a le Covid, on sait pas trop. On va pas accepter la promotion. J'aurais été vraiment pas content parce que on a déjà eu le cas il y a pas si longtemps où Ajoie avait refusé de jouer le barrage de promotion-relégation après avoir remporté En 2016, ouais, avec le fameux triplé de Steven Barras sur le dernier match, mémorable. Et j'aurais pas apprécié. J'aurais trouvé que finalement, ça aurait donné l'impression finalement que le dossier a été mis à reculons pour faire plaisir aux sponsors, pour montrer, regardez, on a quand même des ambitions, en serrant les fesses pour pas monter. Et là, ils ont mis un dossier, ils assument leur promotion, ils l'assumeront la saison prochaine, quitte à vivre une saison compliquée, parce qu'elle sera forcément compliquée en arrivant sur le marché des transferts fin avril, début mai. Sans reléguer, mais Cloton est une sorte de relégué. En un sens, tu peux aller chercher un Andrich Piller à Cloton qui va peut-être avoir envie d'aller ailleurs, un Simon Kinchy en défense, un Gans qui peut aussi rendre des services, Eudemark, mais bon, en même temps, c'est là où tu vois le saut de qualité entre la Ligue B et la Liga. C'est quand tu vois que Victor Eudemark n'était pas suffisamment bon pour avoir droit à 8 secondes de jeu en National League. Et là, il est à 13 points en 21 matchs en Swiss League avec d'abord Winterthur, puis avec Cloton. Il y a un gap qui est monstrueux. Et Kinchy, j'en ai parlé juste avant, il a 40 points sauf erreur avec Cloton. Pour un défenseur, il a beaucoup joué en powerplay. C'est un gros bonhomme, il fait 1m95, il fait plus de 100 kilos. Et je me suis justement posé la question, est-ce qu'un club d'en haut va vouloir Simon Kinchy? On m'a dit, mais oublie, il est pas suffisamment rapide et il va pas être capable de jouer en haut. Ce gars, il a joué à Davos, à Langnau, ouais. Mais il est redescendu et en bas, il est très bien, mais en haut, ça n'ira pas. Donc le marché existe, il y a encore des joueurs forcément à aller chercher, et forcément on pense à Daniel Vukovic, parce qu'on pense toujours à Daniel Vukovic déjà, mais là il est en fin de contrat, et si tu cherches un défenseur qui a de l'expérience, déjà là je crois qu'il coche la case. Après, est-ce qu'il aura envie d'aller jouer encore une saison, est-ce qu'il a envie de jouer encore une saison, question 1, ouais. Et est-ce qu'il aura envie d'aller jouer à Ajoie, à Porrentruy, je sais pas, ça j'ai pas la réponse à cette question, mais des joueurs il y en aura, et c'est là où Ajoie va devoir être malin. Ouais, mais il faut faire attention de ne pas casser le noyau, parce que ce qu'on a compris, et on le verra après, parce qu'on a une interview d'Alain Birbaum, c'est ça qui a fait la différence aussi. Et d'intégrer, alors c'est plus facile d'intégrer un groupe qui va bien, mais si tu viens à Ajoie parce que tu te dis c'est mon opportunité de jouer en National League, et que de toute façon, moi ce que je veux c'est jouer en National League, et que j'en ai un peu rien à branler du projet, je suis pas certain que ça marchera en fait. Ouais, non, je suis d'accord avec toi. Mais toujours est-il que la première saison sera compliquée, mais finalement, on l'a vu avec Rapperswil aussi. Si tu construis gentiment, alors je ne suis pas en train de dire que les situations de Rappi et d'Ajoie sont les mêmes. Mais si tu construis gentiment, forcément la première année est compliquée. Mais après la promotion, tu rajoutes une pièce par-ci, par-là, puis petit à petit, Rapperswil arrive à être crédible. Ça commence par des étrangers dominants. Est-ce que Ezen et De Vos peuvent être dominants en National League? Ça fait 5 ans qu'on se pose la question, on aura enfin la réponse, parce qu'on en avait marre de se la poser, cette question. Et ça commence par des étrangers dominants. Regarde Rapperswil, ils ont construit comme ça. Mais autour, tu arrives gentiment, Jérémy Vick, qui a débarqué l'été passé, qui est un joueur qui a de l'expérience en National League. L'année prochaine, il y aura Yannick Lennart Albrecht, qui va être capable d'amener aussi une qualité supplémentaire en attaque. Et on en a parlé, sauf erreur, de Rapperswil la semaine passée. On se voit tout le temps lors d'un de ces derniers épisodes. Voilà, ça va être plus simple. Quand tu fais une équipe de rejetés de gauche et de droite, et il y en a des joueurs rejetés d'un peu partout, tu arrives peut-être à créer, justement, tu parlais de noyau, de groupe, et ceux qui n'ont pas encore écouté l'épisode avec Benjamin Antonietti de mercredi, l'aspect noyau fort dans un vestiaire est très important. Si tu arrives à créer cette communion entre le noyau d'avant de ceux qui sont montés et donc qui existent, sur lequel tu viens greffer quelques joueurs dont personne ne voulait ailleurs, ça peut créer une équipe, une émulation positive. Est-ce que ça tient sur 50 matchs? Je pense pas. Par contre, tu peux lancer une dynamique comme ça, et en an 2, tu peux ramener un petit peu plus de talent. Tous tes joueurs de la première année auront eu un peu d'expérience. Si tu arrives à intégrer 1 ou 2 jeunes qui n'ont pas de place ailleurs, regarde Rapperswil, ils vont chercher Baragagno et Voardou à Lausanne, qui sont des jeunes joueurs. Eux, ils pourraient aller à Ajoie, par exemple. Eux auraient totalement pu aller à Porrentruy pour jouer pour Ajoie. En Ajoie, à Ajoie, ça va, désolé. À Porrentruy, voilà, bien. À Porrentruy. C'est pour ça que j'essaie de m'en sortir comme ça. Désolé si on est stropille. Mais
D'ailleurs, ça nous fera nous poser des questions à nous aussi, mais ça, on y reviendra un peu plus tard. Comment on va gérer notre saison prochaine? Est-ce qu'on délocalise le studio un peu plus au nord? Parce que il y a les corons, il y a Bienne, il y a Ajoie, il y a Gotteron qui sont loin du studio de Colfax, il faudra qu'on voit. Mais, parenthèse refermée, à mon avis, il y a des joueurs de talent qui n'ont pas eu l'opportunité de s'exprimer ailleurs et qui peut-être n'auront pas l'opportunité de s'exprimer ailleurs. Et donc, par des prêts, deux joueurs, pourquoi pas créer quelque chose et puis accepter que la première saison sera compliquée, mais faire un plan sur 2 ans et travailler tranquillement finalement. Et puis pour parler de ce sacre d'Ajoie, finalement, de cette promotion, on est bien gentils, nous deux, mais ça va un moment, les théories, vaut mieux Comment poser... ça va? C'est la base de ce podcast, donc ça va un moment, non? Vaut mieux poser aussi... Non, mais on l'a fait avec Benjamin Antonetti, et franchement, on a eu de super retours, et tant mieux, parce que c'était vraiment... il s'est donné, il nous a donné beaucoup, donc on s'est dit qu'on allait poser la question, faire une interview d'un joueur d'Ajoie. Il se trouve qu'on n'a pas pu l'amener les deux. J'ai donc eu la chance d'avoir Alain Birbaum au bout du fil. Et puis on a parlé pendant une vingtaine de minutes de tout ce qui s'est passé depuis ce but de Mathias Yogi. Et je vous propose d'écouter cet entretien. Sans oublier le passage sur Ezen, De Vos, etc. Et, au passage, moi je ne l'ai toujours pas entendu cet entretien. Donc je te fais une confiance aveugle. Hein, là, on verra comment ça se passe. Salut Alain. Alors... c'est cette promotion maintenant, ça fait quoi 48 heures à peu près? Ouais, c'est ça. Ça fait exactement maintenant à peu près 48 heures qu'on est champion puis qu'on est premier en National League. Et le sentiment, c'est une question voilà, un peu con, je sais bien, mais on est redescendu de son nuage. Non, je crois que pour l'instant, on n'est pas encore redescendu. On a eu tellement de peine déjà à réaliser que pour ma part, je l'ai un petit peu compris hier matin en me levant, en découvrant un peu les articles, les messages des gens. Et puis, j'ai déjà fait quelques interviews hier. Et puis, c'est vrai qu'en reparlant de certaines choses, il y avait vraiment de l'émotion qui remontait, même des larmes, parce que, voilà, je crois qu'après le match, on n'a pas du tout réalisé ce qui arrivait. On fêtait, mais sans vraiment savoir peut-être pourquoi, puis à quel point c'était énorme. Tu dis l'émotion. Est-ce que c'est une émotion qui peut être similaire à un titre finalement pour certains joueurs qui auront peut-être jamais l'occasion de fêter un titre? Ouais, c'est sûr. Je crois qu'un titre, ça reste un titre, que ce soit en National League, en Swiss League, enfin n'importe quel sport. Quand t'es sacré à la fin d'une saison, c'est tout le temps quelque chose d'incroyable. Mais c'est vrai que cette année, voilà, je veux dire, c'était une saison tellement compliquée avec le Covid, avec les huis clos. Nous, on n'avait pas de patinoire au début. Il y avait beaucoup d'embûches sur notre chemin. Puis c'est vrai qu'après, au final, aussi, tout le monde nous voyait être faire quelque chose, mais peut-être pas aller jusqu'au bout, parce que voilà, il y avait l'automne qui était sur notre chemin, c'était le grandissime favori, qui a un budget 3 ou 4 fois supérieur au nôtre. Au final, voilà, avec le groupe de joueurs qu'on a, on a réussi à aller au bout. Puis quand en plus on nous annonce avant le match que quoi qu'il arrive, si on est champion, on ira en National League, il y a énormément d'émotions dans notre vestiaire. J'ai vu des joueurs qui avant le match avaient déjà les larmes aux yeux, parce que pour eux c'était un rêve, c'était un aboutissement dans leur carrière. Et puis ça, c'était vraiment fort pour tout le vestiaire. Il s'est passé quoi depuis le goal de Mathias Yogi, si tu peux faire une sorte de déroulé depuis ce but? Ouais, depuis le but, je pense que j'ai revu des images à la télé où je pense que j'ai jamais vu autant de monde aller aussi rapidement sur une glace et puis sauter dans tous les sens. C'était vraiment de la folie. Même qu'il y avait personne, on a l'impression que c'était rempli parce qu'on n'entendait plus rien, on était dans notre monde. On se congratulait tous ensemble, ça commençait à pleurer à gauche, pleurer à droite, on voyait des gens qui nous félicitaient, on avait la chance d'avoir nos familles qui étaient quand même là pour ce dernier match. Et puis depuis ce moment-là, je crois que c'était que de la fête, que des moments incroyables, des souvenirs qui seront gravés à jamais. Et puis voilà, je crois que le groupe qu'on était ici cette année, on gardera des liens à jamais avec ce qu'on a écrit. Je pense que là, on est rentré. On avait écrit une page immense de l'histoire du HC l'année passée en Coupe Suisse, parce que c'était une première. Mais là, la promotion, on est les 3e du club à le faire. Et puis, on sait que dans un club, les joueurs qui ont réussi à faire ça, ils restent à jamais gravés. Donc, voilà, je pense qu'il y a une grande part de fierté aussi du côté de toute l'équipe, tout le staff, pour avoir accompli ça. Ça, c'était mercredi soir. Jeudi, c'est passé quoi? Vous avez dormi, vous avez quand même réussi à dormir. Est-ce qu'entre l'excitation, la fête, on peut trouver le sommeil? Ouais, je crois que le sommeil, pour l'instant, personne l'a vraiment trouvé.
Même la sieste de mercredi après-midi, elle était compliquée. Je pense que beaucoup, c'est comme à la finale de Coupe Suisse, on n'a pas réussi à dormir parce que voilà, c'est une après-midi juste avant une finale, on sentait la ferveur, on recevait des messages et tout ça. Donc déjà là, c'était compliqué. Et puis après, depuis, voilà, on est rentré jeudi matin, il faisait jour, ça devait être 7h, 6, 7h, 8h le matin depuis la patinoire. Du fait que, voilà, Covid oblige, on peut pas fêter dans des endroits publics ou comme ça. Mais après, chacun rentré un peu chez soi, a essayé de faire un semblant de dodo, a pris surtout une bonne douche, s'est rasé sa barbe, et puis on s'est retrouvé dans l'après-midi dans un bar en ville avec une terrasse couverte. On a amené la coupe là, on a passé la journée, l'après-midi, toute la soirée jusqu'à de nouveau très tard hier soir. Et puis on a continué les festivités, les gens sont passés, nous féliciter, on fait des photos avec la coupe, et puis ouais, c'était 24 heures, un peu plus que 24 heures de fête, et puis c'était vraiment incroyable. Et puis beaucoup d'alcool dans le sang. Ouais, c'est sûr qu'il y avait, l'alcool a coulé à flot dans le Jura, entre l'alcool, les cigares, surtout beaucoup de musique. Je crois on a dû remettre au moins plusieurs fois les mêmes chansons dans le bar hier où on chantait, on se créait des fois des karaokés, les gens devaient demander ce qui se passait, puis il y avait des joueurs qui avaient encore leur maillot, il y avait des joueurs qui avaient des casquettes de champion, il y avait des gens qui avaient des médailles, il y a des gens qui s'endormaient, des gens qui, c'est incroyable. Enfin, ceux qui ont jamais vécu ça, ils peuvent pas le comprendre parce que moi, quand je l'avais pas vécu, je comprenais pas, je m'imaginais, je rêvais de ça, mais je sais que quand on est dedans, puis qu'on vit ça, qu'on peut se rendre compte ce que c'est, puis ouais, c'est vraiment incroyable. Ça me fait rire ce que tu dis avec les chants. Je me demande s'il n'y a pas un effet qui est amplifié par le fait que on est dans des bulles et qu'on entend très peu de bruit et que finalement là on a envie de pouvoir extérioriser encore plus parce que justement il y a beaucoup plus de silence qu'en temps normal. Ah, c'est sûr qu'il y a tellement pas d'accès à des festivités, en guillemets, il y a pas d'accès à des bars, il n'y a pas de discothèques, il n'y a pas grand chose. Donc c'est sûr que, je sais pas, pour les plus jeunes de notre équipe, c'est un peu l'âge où tu vas plutôt en discothèque le samedi soir comme ça, c'est qu'en cette période, il y a juste rien. Donc c'est souvent dans le vestiaire qu'on se retrouvait pour un peu vivre une vie un peu normale, c'était entre nous, c'est arrivé 1-2 fois pendant la saison où on a mangé ensemble au vestiaire, on a mis de la musique, on est resté jusqu'à 1h, 2h le matin à chanter, à boire 2 verres, et puis comme si on était sorti dans un bar, sauf qu'on était, entre nous, vu que le Covid ne l'oblige. Et puis effectivement, je crois qu'on avait aussi nos chansons un peu fétiches, qu'on adore chanter, que ce soit de la chanson française, la chanson du rap français, enfin c'est égal, mais voilà, on avait nos chansons, et puis c'était plaisant de se les repasser depuis mercredi soir en chantant ensemble, en dansant, en faisant les fous, tous ensemble. Donc c'était vraiment génial. Et puis c'est des images, c'est des vidéos, des souvenirs qui resteront gravés pour toute une vie. C'est quoi la chanson qui a le plus passé ? Je suis désolé, tu dis, tu parles de rap français. Moi, j'aime beaucoup le rap. Donc, c'est quoi la chanson Est-ce qu'il y a une chanson fétiche ou en tout cas Bon, on avait un peu de tout. Mais c'est vrai que ces derniers temps, c'est surtout moi qui la mettais, mais on était plusieurs à l'apprécier. Puis on connaissait pas mal les paroles. Donc c'est que entre des chansons comme Anissa, La Kiffance, après est survenue depuis la qualification contre Viège aussi la chanson de l'histoire d'un ado. On a vraiment beaucoup de chansons comme ça. Après on a la chanson française, les Pierre Bachelet, les Corons, les Allez d'ailleurs et tout ça. Je pense qu'on les a chantées à plusieurs reprises. La chanson de Queen, la We Are the Champion aussi, ramener la coupe à la maison, mais en faisant nos paroles à notre manière. Parce que nous c'était pas aller à la France, c'était aller à Joie. Donc c'était vraiment de la folie, ça mélangé à on est en Liga et tout ça. Enfin voilà, c'est vrai on est en train de vivre dans une bulle aussi parce que c'est vrai que, depuis qu'on a gagné, qu'on a ouvert les portes sur l'extérieur mercredi soir, pendant la soirée, dans le début de soirée, puis qu'on a vu cette foule amasser, on se regardait et on se disait mais est-ce qu'on est bien chez nous? Est-ce qu'on est dans un pays où le Covid n'existe pas? Qu'est-ce qui se passe? Parce que c'était perturbant de voir tout ce monde sans respecter les consignes, sans tout ça. Enfin, c'était un peu un remake de Moutier il y avait un mois. Et puis, on savait que ça serait comme ça. On savait que ça serait compliqué de gérer les règles sanitaires, mais c'était fou parce qu'en fait, on était ouvert à une fête qu'on n'avait plus vécue depuis la Coupe Suisse en 2020. Alors, c'était une vie un peu en immersion à travers le Covid. Cette équipe, on a beaucoup parlé des étrangers, mais je crois que c'est vraiment tout le contingent qui a su élever son niveau de jeu. Tu imagines cette équipe être capable de continuer comme ça, ce groupe de potes? Ouais, écoute, c'est vrai que je pense qu'on est quand même conscient que ça sera compliqué, qu'on vivra pas les exploits peut-être qu'on a vécu ces dernières années avec le HCA en Swiss League, mais je pense qu'on a vraiment un groupe ici qui est incroyable, qui est extrêmement sain.
où tout le monde vit ensemble, que ce soit les Suisses allemands, avec les francophones, avec les jeunes, avec les très jeunes, voire avec les beaucoup plus vieux. On a un groupe de leaders qui est incroyable. Je pense que même si des fois il y a des moments qui étaient compliqués, que ce soit à cause du Covid, que ce soit à cause des fois, parce que des fois le coach il est pas toujours non plus de la bonne humeur ou pas forcément content, on a toujours réussi à se dire bon voilà, on passe au travers de ça, on reste soudés. Puis il y a pas forcément, Gary a fait un job incroyable depuis qu'il est au HCA et tout, mais c'est vrai que j'ai l'impression que depuis que je suis arrivé, de ce que je vis, c'est que on est tellement assez mature et puis assez intelligent entre nous que des fois, il a peut-être même rien besoin de dire pour qu'on sache qu'il faut se retrousser les manches, qu'il faut passer à des choses sérieuses, qu'il faut qu'on change les choses. Donc, ouais, c'est vraiment un groupe incroyable. Et puis, c'est ce qui fait qu'on a vécu ce qu'on vit depuis la Coupe l'année passée, le championnat cette année, qu'on a traversé tout ça. C'est parce qu'on a un groupe incroyable. Et puis, c'est vrai que maintenant, on va le compléter avec quelques joueurs, mais la base, elle va rester comme depuis toujours ici. La mentalité va rester, nos valeurs vont rester. Et puis, c'est avec ça qu'on va aller défier les grosses équipes de la National League. Et puis, on verra où ça nous mène. Toi qui as une monstre expérience, parce que je rappelle que tu es de 1985, donc en fait, en octobre, je crois, tu fêteras tes 36 ans, âge respectable. Il y a eu toute cette histoire entre Hazen de Vos. La presse s'est fait un peu ramasser en disant mais c'est pas juste, vous essayez de les déstabiliser, puis finalement l'agent des joueurs a dit non mais c'est vrai, en fait ils avaient effectivement un contrat. Maintenant ça c'est poussé, c'est bon, on peut mettre ça de côté. Hazen de Vos joueront avec Ajoie, mais est-ce que ça a amené quelque chose dans le vestiaire? Est-ce que ça a créé un sentiment peut-être artificiel en tout cas, puisque c'était vrai au final, mais de grande union entre tous les joueurs? Honnêtement, je pense que ça nous a pas énormément touché. On n'a pas vraiment senti quelque chose avec ça parce que on a tellement un groupe qui est soudé. On se dit, comme je dis, on se dit les choses en face, on a quelque chose à dire. Je pense qu'on se raconte jamais de menterie entre nous. Et puis voilà, cette année c'était un peu plus dur en guillemets avec l'histoire Raisin Devos parce que chaque année on en parle. Chaque année, ça fait les choux gras de la presse qui vont à la Langnau, à Ambry, on les envoie un peu partout. Puis finalement ils vont à nulle part, puis ils restent tout le temps ici. Je me rappelle l'année passée, tout le monde me disait, vous avez gagné la coupe, c'est génial. Mais l'année prochaine, ils seront plus là parce qu'ils ont signé ailleurs, ils ont signé en Liga, enfin, ils vont tenter leur chance, tout ça. Puis au final, rien n'est arrivé. Donc, c'est vrai que cette année, c'était un peu différent parce que c'était Cloton qui était notre adversaire en finale, que, de toute façon, si on montait pas, eux montraient, puis voilà. Puis voilà, je pense qu'on le savait, on savait qu'ils avaient des discussions. C'était aussi, c'est aussi le travail de leur agent de toujours être en discussion avec des clubs parce qu'on sait que eux, leur objectif, c'était quand même de toucher à la National League. Ça, ils en sont jamais cachés. Le club le savait, ils ont toujours eu des clauses dans leur contrat, donc, on n'était pas ignorant de ça. Après, on sait aussi que pour eux, s'ils avaient un choix à faire, ils voulaient le faire avec le HCA. Et puis, je pense que, comme je dis, ces derniers jours, je dois dire que pour eux, c'était très compliqué parce que, quand on est arrivé à 2-2 dans la série, là, ils se sont dit, qu'est-ce qu'on fait? On entendait des bruits que le HCA ne voulait peut-être pas monter, même si on était champion. Donc, ils se disaient, si on amène cette équipe champion, on se coupe une jambe parce que Cloton ne sera pas en National League, donc on ne pourra pas y aller en National League. Mais en même temps, c'était à double tranchant pour eux. Et puis, on l'a bien ressenti, ils nous en ont fait part, on sentait qu'ils étaient un peu frustrés. Et puis, finalement, quand ils ont su que finalement le HCA assumerait, puis qu'on irait en National League, ils ont été soulagés. Et puis, moi, je te dis honnêtement, quand j'ai vu Phil DeVos dans le vestiaire avant le match, quand le comité nous a dit, écoutez les gars, ce soir d'être champion, vous serez tous en National League l'année prochaine, ces larmes, elles ont coulé toutes seules. Donc, c'est à quel point ils voulaient ça, puis à quel point ils voulaient le faire avec Ajoie. Et puis, pour eux, il y a en guillemets pas de discussion de vouloir le faire avec Cloton la saison prochaine. Et puis après le match, ils étaient heureux. Je parlais avec la femme et Hazen aussi. Elle me disait, c'est le plus beau rêve parce que on va aller en National League puis on reste dans le Jura, on va pas partir ailleurs, on va pas aller en Suisse allemande et tout ça. Donc finalement l'histoire elle est juste parfaite. Et puis c'est un conte de fées. Je crois qu'il y avait tout qui était aligné cette année. Je pense peut-être même on a déjà dû jouer contre la Liga. Si on avait toujours eu le barrage, promotion relégation, peut-être même qu'on aurait peut-être passé au travers de ça parce qu'on était tellement au-dessus on a élevé notre niveau de jeu, on s'est sacrifié beaucoup plus que par la saison, on a bloqué des shoots et des shoots et des shoots. On a tout fait ce qu'il fallait, je crois, pour devenir champion. Et puis je pense que ça peut inspirer peut-être d'autres équipes. Je reçois beaucoup de messages dans ce sens-là où des gens qui me disent finalement, c'est pas l'argent qui fait le bonheur, c'est des fois le cœur qui amène les choses. Et puis c'est exactement ça finalement. Le HCA, ça n'a jamais été une équipe avec un gros budget, mais c'est dans les valeurs, c'est dans le cœur, c'est dans la motivation, c'est dans tout ça. Et puis on est là aujourd'hui. Tu as un contrat, j'ai vu, jusqu'en 2024, c'est juste? Ouais, exactement, je l'ai renouvelé. J'avais encore un contrat courant pour une année, puis le club m'en a parlé au mois de février, si je voulais prolonger l'aventure d'ores et déjà. Et puis
Ben, moi, je me plais bien ici. Tout était réuni pour qu'on s'entende. Après, je l'avoue que il y avait l'option de la National League sur le contrat et tout ça, mais on s'entendait quand même plus pour 3 ans de Swiss League. Ouais. Mais voilà, maintenant, ben, ce sera la National League. Monsieur Vaucher disait ça après le match. Il disait, ben, on vient de te fêter tes 1000 matchs Liga, Ligue B, enfin Swiss League, National League. On pourra peut-être te fêter tes 1000 matchs que National League, vu que vous repartez pour un tour et tout ça. Donc, ouais, voilà, on repartira pour un tour. On retrouvera l'élite 5-6 ans après l'avoir quitté. Ça te fait pas peur à cet âge-là? Enfin, peur, on se comprend. Ouais, non, c'est vrai que après moi, je pars du principe, comme j'ai toujours dit, que l'âge c'est plus un nombre sur un papier. C'est toujours un peu comment t'es dans ta tête, comment tu te prépares aussi l'été, comme tu prends soin de toi. Je pense qu'il y a des joueurs qui sont. Moi, j'ai joué avec Gilles Montandon et je suis à 40 ans. Puis honnêtement, il était très en forme à 40 ans. Donc pour moi, l'âge c'est un détail, mais c'est vrai que hier, par moments, on était sur la terrasse, on se regardait, et on se disait mais qu'est-ce qu'on fait dans quelques mois, on sera tout en haut, on sera National League et tout. Qu'est-ce qu'on fait? Parce que c'était pas. On en parlait, mais c'était pas aussi attendu peut-être que pour l'automne. Donc voilà. Mais je me réjouis beaucoup parce que j'ai retrouvé des endroits que je connais. J'ai retrouvé beaucoup de joueurs que j'ai côtoyés pendant de longues années, des anciens coéquipiers et tout ça. Et puis j'ai reçu beaucoup de messages depuis mercredi. Donc voilà. En plus, mes enfants étaient, je pense, plus heureux que moi encore mercredi soir, surtout le grand parce que il est hyper fan. Et puis son parrain joue à Lugano, donc pour lui c'était papa, j'ai joué contre parrain. C'est qui le parrain? C'est qui? C'est Romain Leffel. Ah, d'accord. Donc du coup, il faudra faire match nul parce que je veux pas qu'il y ait un gagnant, un perdant. Le petit, tu vas venir jouer à Lausanne, sera tout près de chez nous, sera moins loin pour venir. Enfin voilà, pour eux, ils ont vécu, ils étaient vraiment tout petits, la National League avec Ambry, tout ça, Fribourg. Et là, papa retourne là, donc pour eux, c'était assez fou, quoi. Et puis le retour à Fribourg, justement, ça va faire quelque chose? Ouais, c'est clair. Je crois que ça sera pas une première, je l'ai fait avec Ambry, mais là, c'est vrai que ça sera plus Saint-Léonard, ça sera dans la nouvelle patinoire, la nouvelle BCF Arena, dans cette patinoire magnifique. Mais c'est vrai que ça va faire bizarre parce que dans ma tête, comme j'ai toujours dit, c'était que moi j'avais tiré un trait, entre guillemets. Pour moi, ma carrière, je voulais la continuer en Swiss League, je voulais aller le plus loin possible, le plus longtemps possible, gagner des titres avec Ajo parce que je me suis dit que ce serait ici que j'en gagnerais le plus. Mais je n'étais pas dit, ça serait bien que je retourne en National League dans ces patinoires. Donc c'est vrai que de retourner à Fribourg, ça va faire bizarre. Surtout que, voilà, je connais tout le monde quasi, enfin, toute l'organisation, beaucoup de gens, pas mal de gens me disent, on va enfin pouvoir te revoir à Fribourg, on va venir te voir jouer, tout ça. Donc, je pense qu'il va falloir beaucoup de billets en septembre quand on ira jouer à Fribourg. Mais voilà, honnêtement, c'est un rêve, quoi. C'est vraiment un rêve. Il y a un côté assez inspirant, je pense, de ton parcours. T'es passé par Martigny c'était après Ambry, c'est juste? Ouais, exact. Et puis après, t'es parti même une année à Chamonix. On a fait une interview avec Benjamin Antonietti qui avait tenté l'aventure française à Rouen. Et puis après, voilà, t'as décidé de repartir en Swiss League pour justement gagner des titres. Et puis là, maintenant, l'histoire elle est encore plus belle parce que tu vas pouvoir revenir en tout cas 2 ans visiblement en National League si tu vas en tout cas jusqu'au bout de ton contrat, quoi. Ouais, ça peut faire un livre parce que c'est vrai que quand j'ai quitté Ambry, je l'ai remis en Suisse romande. Parce qu'il y a des choses qui se sont passées dans ma vie privée qui faisaient que je me suis rendu compte que peut-être la Romandie puis la proximité de la famille, c'était important. Ça s'est fait à Martigny avec un gros projet. Enfin voilà, peut-être plus de rêves dans le projet que de réalité, mais c'était une magnifique année là-bas. Après, il y a eu cette faillite. Donc là aussi, ça a remis beaucoup de choses en perspective parce que tu te retrouves à jouer sans être payé, à pas savoir quel sera ton avenir. Tu te dis, on attend sur le club parce qu'on nous promet que peut-être ça repartira. Finalement, en mois de juin, tout s'arrête. Les clubs te répondent qu'on est complet, faut attendre, entraîne-toi, on verra. Et moi, je ne voyais pas à cet âge-là arrêter ma carrière comme ça. Et puis, tout par hasard, à force de téléphone et tout ça, on me dit que Chamonix n'est pas descendu en Magnus la saison d'avant, qu'ils sont toujours en Magnus et tout ça. C'est près de chez moi. Et puis, je suis allé les voir. On a trouvé un accord rapidement. J'ai fait 5 mois là-bas, mais c'est 5 mois qui, comme je l'ai toujours dit aussi, pour moi, c'était des 5 mois incroyables que je pense que ça restera pour moi. Même pas, c'est pas un échec d'être allé en France, c'est pas une déception, c'était 5 mois incroyables. J'ai découvert des choses que ici en Suisse, des fois on se plaint pour des petites choses que là-bas c'est normal, puis il faut se débrouiller soi-même. Donc c'était une belle école de vie, c'était une belle remise en question. Après, Ajoie, c'était le club où je voulais venir parce que je connaissais le Patrick Howard depuis longtemps, son fils, Gary Vincent, je les connaissais aussi. C'était vraiment un endroit qui en Suisse romande me tentait. Puis je sais pas pourquoi, je sais pas si c'est le fait qu'ils avaient gagné cette coupe en 2016, déjà aussi par grande surprise, qui a fait que je me suis dit c'est ici que je peux faire quelque chose. Et puis voilà, on se parlait régulièrement avec Gary et avec Vincent, puis à un moment donné on s'est entendu, puis j'ai été rejoint en 2017 à Noël. Et puis depuis là
les rêves se sont réalisés. J'ai enfin gagné un trophée avec la Coupe Suisse l'année passée. Cette année, le championnat, la promotion. Ouais, je sais pas trop quoi dire de plus, mais on m'aurait dit ça, il y a ce que je disais qu'avec avec des amis, avec la famille, si j'avais su qu'il me fallait attendre 18 ans, 19 ans de carrière pour arriver à ça, eh ben, ça en valait la peine parce que c'est des moments incroyables. Et puis, dernière question, par rapport à Gary Sheehan, tu l'as mentionné, on sent aussi chez lui, et je dirais presque une analogie avec Phil DeVos, il y a cette véritable ambition d'avoir envie d'aller prouver quelque chose, plus peut-être que chez toi, chez peut-être Mathias Yogi, d'aller prouver quelque chose, de dire voilà, je peux être à l'étage le plus haut. Ah bah c'est ça, c'est sûr. Je pense que Gary a aussi lui aussi bien que nos étrangers, il a jamais caché qu'il a l'ambition de coacher au plus haut niveau, et puis que je pense qu'il y a une certaine frustration de son côté de se dire je réalise des belles choses avec Ajoie, je réalise des choses avec un contingent qui n'est pas le contingent de l'autre équipe. On gagne un championnat en 2016, on gagne une Coupe Suisse, puis finalement personne ne me donne ma chance. Aussi, il y a des bruits, mais au final, personne ne prend le risque parce que c'est comme si c'était trop risqué de donner la chance à un gars de Swiss League. Et puis, je pense qu'il a compris que s'il voulait arriver, cette année, avec cette promotion qui était un peu plus facile, sur le papier parce qu'il n'y a pas de barrage, il s'est dit c'est la chance de ma vie de montrer que je suis capable de coacher à l'échelon supérieur. Et puis, on l'a bien senti. Chez lui aussi, il y avait une certaine pression, une certaine tension durant toute la saison parce qu'il voulait finir premier, il voulait aller au bout de son rêve aussi à lui. Et puis, voilà, c'est une juste récompense pour lui, c'est une juste récompense pour le club. C'est comme je dis, moi, c'était peut-être pas un rêve autant fort que pour d'autres. C'est peut-être différent parce que j'ai connu 14 ans de National League. La page était plus tournée dans l'autre sens pour moi. Mais j'étais tellement heureux pour nos étrangers d'abord parce que je pense qu'ils le méritent vraiment, vraiment, vraiment. Et puis après, pour d'autres joueurs du club, il y a des Thibaut Frossard, des Bastien Pouilly, ils ont explosé en Swiss League cette année. Donc, ils méritent d'aller voir en haut. Jordan a sacrifié peut-être des fois des chances d'aller en National League parce que son papa est le président, il s'est dit je reste dans le Jura et tout ça. Là, il va y aller avec le club de son cœur. Donc, je pense que au final, c'est une belle histoire. Moi, je suis vraiment heureux pour ça. Donc, effectivement, moi, c'était peut-être un peu moins mon rêve à la base, même si je suis très content d'y aller. Mais voilà. D'ailleurs, après le match, on me disait, mais Alain, qu'est-ce que tu vas refaire une tournée d'adieu en Liga, tu retournes en National League. Ouais, les gens, voilà, j'ai 36 ans, moi, j'ai jamais parlé de ça, j'ai jamais dit, ouais, j'aimerais absolument avoir un club qui me fait une offre, j'aimerais absolument avoir une licence bien, machin, j'ai jamais parlé. Pour moi, c'était très heureux ici, très heureux ce qui se passe, puis voilà. Mais là, voilà, on va y aller tous ensemble avec ce groupe, et puis ça, c'est encore plus fort. C'est plus fort, ça, honnêtement. Une offre de Liga, je pense, je n'aurais pas accepté. J'étais assez bien ici pour ne pas accepter une offre de Liga. Mais d'y aller avec ce groupe, avec ce club, ça, c'est magique. Et puis, comme tu dis, avec 2 ans garantis, qu'il n'y a pas de relégation, on peut construire quand même sur une courte durée, mais construire quelque chose. Et puis, voilà, franchement, on n'a pas les mots pour dire à quel point c'est incroyable, puis à quel point on est fier d'être, je suis pas jurassien, mais d'être jurassien d'adoption, puis d'être ici, puis de donner toutes ces émotions à ces gens, parce que c'est un peu comme le Nord en France. Quand on y vient, des fois on y pleure, mais quand on repart, c'est certain qu'on va y pleurer beaucoup aussi, quoi. Magnifique conclusion. Merci beaucoup, Alain Birbaum. Pas de souci, merci beaucoup à toi. Elle était super cette interview, hein. Il est bien Alain Birbaum, mais le journaliste là, il est pas mal aussi, il me semble. Bien géré cette histoire, bravo. C'était l'aspect technique de ce podcast. Voilà, la seconde technique. Donc si vous avez des questions sur comment on enregistre par téléphone, c'est bon. Maintenant, on est enfin réglé. Et puis maintenant, on peut passer à Genève quand même. Voilà. En fait, moi j'ai vendu il y a une semaine un Grenat Facts, puis on parle tout le temps d'autres choses, quoi. On parle de Lausanne l'autre jour avec Benjamin Montagnetti. Ouais, puis attends, il y a de l'actu en plus derrière. Et après, on vire Florence Schelling pour être sûr qu'on détourne l'attention. Chris Maxerley se dit tiens, si j'allais signer à Lugano, comme ça on parle pas de Genève pendant une semaine. L'équipe de Suisse qui arrive. Non, c'est vraiment super. Voilà, on a parlé de Genève. Alors, magnifique, cette équipe genevoise qui est en finale des playoffs de National League. Malheureusement, si Zug avait été plus malin, ils auraient gagné en 3 matchs, puis comme ça on aurait potentiellement pu avoir une finale en 7, ce qui m'aurait franchement pas dérangé dans la mesure où j'estime que c'est égoïstement le meilleur format pour désigner un champion, et puis je pense qu'on aurait tous volontiers signé pour maximum de matchs entre Zug pour le coup et Genève. On verra si Zug arrive à se qualifier. Et j'aimerais quand même bien juste...
ça fait une belle finale et ça me fait penser au match où il y a eu ces 63 arrêts de Gauthier Desclous dont on avait assez parlé. Oui. Et de me dire, bah tiens, on pourrait avoir une finale qui a de la gueule, en fait, entre une équipe qui reste sur 7 victoires, c'est Genève, et une équipe qui a dominé le championnat, qui a un petit peu plus de peine à finir ses séries. Hein, ça a été 4-2 contre Berne, c'est 2-1 contre Rapperswil pour l'instant. Il faut encore aller en mettre une, mais on aimerait quand même bien que ce soit Zouk qui passe, simplement parce que ça fera un beau champion. Attends, t'as déjà décidé que Zouk sera champion? Ça fera un beau champion si c'est la finale entre Genève et Zoug. D'accord, voilà. Ouais, je suis d'accord avec toi. Moi, il y a quelque chose qui m'hallucine dans cette équipe genevoise. Si on fait un petit flashback, le 3 avril, donc c'était quand même pas il y a si longtemps, on a ce match Genève-Bienne, 4 buts biennois en fin de match qui fait que Genève a dû trembler jusqu'au dernier match, cette victoire contre Lugano lors de la 52e journée, ou peu importe, la dernière journée de championnat. C'était le 3 avril. Et là, on est fin avril, début mai, pas encore tout à fait début mai, et tu te retrouves avec une équipe genevoise qui a l'air d'être un immense rouleau compresseur. Et des fois, moi, je trouve hallucinant les dynamiques qu'il peut y avoir dans une saison déjà, mais comme c'est exacerbé encore en play-off, là, c'est 7 victoires de suite. Et si on rembobine un tout petit peu le film, donc il y a cette fin de championnat qui est un tout petit peu limite, que Genève a bien géré quand même contre Lugano, mais il a fallu le coup de main zougois pour que Bienne ne soit pas en play-off directement, et Genève a failli passer par les pré-playoffs. Derrière, tu as ce premier match à Fribourg où Genève a vraiment pas été bon. Genève n'a pas commencé ses play-offs de manière physique ou comme ils savent l'être actuellement. Et d'un coup, ça a cliqué, je trouve. Et j'ai vraiment l'impression qu'il y a un avant et un après ce deuxième match de la série contre Fribourg. Et depuis, c'est vrai que c'est impressionnant. Et cette dynamique genevoise est quelque chose que j'arrive pas à expliquer vraiment, je dois t'avouer. Elle est folle. On dira presque que c'est... Il y a eu cette victoire lors du deuxième match avec le retour de Noah Rod, mais est-ce que le fondement de tout ça, c'est pas finalement le 8-3? Et tu l'as assez dit, ouais, le 3 et le 2, c'est gentil. C'était 8-1. Ouais. Et ça descendait, ça y allait. Et finalement, à partir de ce moment-là, Fribourg s'est délité. Genève s'est rendu compte que, tiens, ils avaient peut-être quelque chose. Effectivement, on en était conscient. Eux se sont peut-être rendus compte qu'il y avait moyen d'eux. Les étrangers ont commencé à faire parler d'eux pour des excellentes raisons. Mais on a l'impression aussi que le switch pour un Fer ou pour un Winnick, il n'est pas trop compliqué à atteindre. C'est pas le bocal de cookies qui se trouve à 4 mètres de haut pour un gamin qui est pas très grand. Je veux dire, ils sont vraiment capables de l'enclencher s'ils se sentent en confiance. Et ils se sont rendus compte que ils avaient les moyens, ils avaient l'équipe. Malgré quelques coups du sort, on l'a assez documenté avec Maurer et Mercier notamment. Mais quand tu as des joueurs qui ont fait quand même soit les portes de l'équipe nationale, soit de l'équipe nationale M20, comme c'est le cas avec Carrère et Lecoultre, ils sont capables d'éventuellement plus facilement que d'autres à trouver aussi un vrai rythme de joueurs de National League. Enfin, c'est là qu'on voit que c'est vraiment des joueurs de National League, et pourquoi pas des joueurs qui peuvent même aller encore plus haut. On parlait de l'équipe nationale et notamment vraiment de s'installer véritablement. Oui, ouais, je suis d'accord avec toi. Et tu parlais des coups du sort. Là, on peut en rajouter un. C'est que pour ce match 3 remporté à Zurich 4-1, il manquait Sandy Smons qui lui-même était là pour remplacer Mercier. Disons qu'on en arrivait à la Mercier ou Maurer, bref, pour faire le nombre. La troisième couche. On arrive à la troisième couche et c'est Maxime Montandon qui joue son premier match de la saison en National League sur une demi-finale à Zurich. Il a joué ses 6 petites minutes. Non, c'était des grosses minutes, mais il a joué 6 minutes. Quand on imagine et on pense à la trajectoire de Maxime Montandon, qui était là pour faire le nombre à Fribourg en 14-15, qui est passé même par la MySports avec Sierre, qui est remonté avec Sierre, qui est devenu capitaine de Sierre. C'est une armoire à glace. On le voyait s'échauffer. Fer avait presque l'air petit à côté. Pourtant, Fer, il est quand même bien là. Il fait plus de 2 mètres. Et il était mis, et on en a déjà beaucoup parlé avec Arnaud Montandon,
Il était mis là et finalement, tu as l'impression que c'était assez naturel. Et là, on se retrouve avec une équipe de Genève qui joue avec les deux frangins Montandon dans l'alignement. Arnaud, on avait dit, c'est le spécialiste du powerplay. De nouveau, hein, quelques minutes de jeu, dont 3 et quelques en powerplay. Il a sa niche, il se l'est créé. Je voulais dire, Montandon, l'autre, Maxime, se fait. Faut pas une niche, faut une maison par contre pour lui, pour le faire entrer dedans. Mais là aussi, il a fait ces quelques minutes et tu as l'impression que c'est. On parlait de. Mais là, on en revient à Benjamin Antoniati, de noyau le plus large possible sur lequel les gens vont presque être aimantés sur ce noyau-là, tellement il est fort. Et là, c'est exactement, moi j'ai l'impression, la définition même de ce noyau fort qui est constitué dans le vestiaire genevois. Et Maxime Montandon débarque, joue 6 minutes et quelques. Genève joue donc avec Guébet, Maxime Montandon. Enfin, si tu dis ça, et Smons donc blessé, si tu dis ça en début de série, il y a de quoi se poser 2-3 questions. Et Demernes n'a pas joué 37 minutes. J'allais dire, il a 24 minutes 30. Ouais, donc, 24 minutes 11. Ah voilà, et même, il a 24 minutes de jeu, donc c'est un temps de jeu tout à fait normal. Je pense même qu'à la fin, il a encore allé faire un petit footing parce qu'il s'est dit ce soir, j'ai pas bossé avec mes 24 minutes de glace. Et ça se passe bien, et tu as une vraie impression de sérénité. J'ai pas posé la question encore récemment, mais prochain match, de la finale, tu as Gauthier Desclous qui tape à la porte puis qui fait coach, je suis prêt. Monzato qui a été extraordinaire sur toute la demi-finale et sur la fin du quart de finale contre contre Fribourg. Il se passe quoi? Alors, là aussi, de nouveau, je prends l'exemple NHL. Ça plaira peut-être pas à certains, mais c'est Gauthier Desclous. Merci. Voilà, tu reprends ta place. Et dans l'esprit d'Daniel Monzato, je pense même que c'est peut-être lui qui va dire, le connaissant, entendant les gens parler de lui, qui dit non, mais il n'y a même pas de problème. C'est Gauthier qui mérite sa place là. Et je prends le parallèle. Alors, moi qui suis un grand fan de Pittsburgh, les Pingouins, quand ils ont gagné une des coupes, il y avait Marc-André Fleury et Matt Murray. Et ben là aussi, c'était Matt Murray le titulaire, il s'est blessé. Marc-André Fleury est venu je sais plus si c'était en finale de conférence ou en demi-finale de conférence. Il a fait gagner, il a été très très bon. Matt Murray est revenu, c'était Matt Murray qui avait le filet. Et pourtant, Dieu sait que Fleury, grande expérience, gardien qui gagne la coupe en 2009 en tant que titulaire, etc. Mais il n'y avait pas de problème. Il y a vraiment une hiérarchie et personne n'en a voulu. Et au final, ça s'est bien passé puisque la coupe a été remportée. Mais même si ça n'avait pas été le cas, c'était complètement logique. Donc pour moi, Gauthier mérite sa place parce que c'est lui le titulaire en gros. J'aurais tendance à répondre la même chose que toi. Mais il y a quand même une petite nuance que je pourrais faire. C'est que Gauthier Desclous, en termes d'expérience, en termes de vécu, en termes de titres remportés, c'est pas Leonardo Giannini. Et on en parlait à la fin du match entre journalistes. Donc, s'ils m'écoutent, ils me diront que je fais que le perroquet de ce qui s'est dit là. Mais en même temps, il n'y a pas tous nos auditeurs avec nous. Donc, j'ai le droit d'être le perroquet. Non, mais Giannini, il a une pellée de titres. Il a joué des playoffs, il a gagné des séries. Si Giannini sort et tu as le numéro 2 qui rentre et qui est excellent, quand Giannini vient et dit écoutez, en fait, ne pose pas la question. Là, en termes d'expérience, finalement, c'est presque Monzato qui a plus d'expérience en série éliminatoire que Gauthier Desclous. Bien sûr. Et donc, est-ce que ça peut influencer quelque chose en disant bon, on a Desclous qui a jamais joué de série en National League, on sait qu'il avait été très bon en Swiss League. T'as Monzato qui tient complètement la baraque. Moi, j'ai l'impression que la décision, elle doit être difficile à prendre quand même. Et je ne dis pas qu'elle est facile, hein, en l'occurrence. Mais... Non, elle ne l'est pas. Et en plus, tu as un Gauthier Desclous donc, qui s'est blessé, qui a donc peut-être perdu le rythme, j'en sais rien. Donc, ça va être un facteur. Alors, au passage, on n'en sait rien si Gauthier Desclous est proche ou pas de revenir. De ce que j'avais entendu, cette série, c'était de toute façon compliqué, mais pour la finale peut-être, l'éventuelle finale peut-être. Bref, là, je pense qu'on est en train de faire un problème là où il n'y en a pas. Bon, il n'y a pas un problème, mais on pose des questions là où j'ai l'impression que du côté de Genève, en ce moment, personne ne se pose de questions. Heureusement que les journalistes sont là, d'ailleurs, comme ça. Au moins, il y a des questions autour de Genève Servette. Même la question, Linus Mark est-il un joueur de play-off elle ne se pose plus vraiment, j'ai l'impression. Je l'ai lu un article, c'était je crois dans le matin. I'm a fucking hockey playoff player. Exact. Donc, il y a eu plusieurs fucks, il y a eu tout ce qu'il faut. Voilà, mais... J'étais surpris de voir que le titre, tu sais, c'est un peu ce côté, on
on est en Suisse, est-ce qu'on ose dire, est-ce qu'on met pas PU 4 petits points plutôt que de d'écrire le mot vraiment, mais ça a un côté assez fort de le lire en fait des fois, et dans sa bouche quand on le voit comme ça, il y a un côté un peu c'est un statement de dire hé les gars, voilà. Et puis j'ai bien aimé, je crois que j'étais clairement pas le seul vu les retours que tu as eu sur cette interview. Oui, mais je voulais pas mettre je suis un diablement bon joueur de playoff. Tu te dis non, mais là ça sonne faux, les gars. Diantre. Mais ce qui est assez impressionnant en plus, c'est que. Alors, je tweetais hier qu'il a joint le geste à la parole. Il te le dit au sortir de l'acte 2. Hein, Exactement, oui. et lors de l'acte 3, s'il y a bien une ligne. Un joueur, de nouveau, on a compris qu'avec Genève, il fallait associer tout le monde. C'est un peu comme avec Ajoie, d'ailleurs. Il n'y a pas de raison. Tu peux pas gagner un match de hockey, une série avec un seul joueur. Mais il est bon, ce cochon. Quoi. C'est notamment le deuxième but de Winnick. Cette passe, elle est juste intelligente. Elle me fait un peu penser à la petite passe à Tom Ernest lors du tir dévié par Baltisberger. Il attire tout le monde. Il fait juste un petit back-end. Mais parce que c'est Linus Omark, parce on est sur le qui-vive, on est un peu sur les pattes arrière quand on est à la défense, on se dit qu'est-ce qu'il peut nous inventer. Là, il invente pas un truc complètement fou comme quand il met le pied sur le puck, mais c'est hyper efficace. Puis derrière, on a Winnick qui termine le travail, mais qu'est-ce que c'est bien joué. On a même un Mathieu Vouillamo qui a marqué, je crois, son 4e but des playoffs parce qu'il est en confiance. Et honnêtement, tu me dis, la ligne, c'est Vouillamo, Winnick Omark, ok, si on me demande d'identifier un point faible, je pense qu'on est tous d'accord, je ne suis pas le seul à identifier potentiellement le point faible. Bah, là, en ce moment, non, c'est pas un point faible, c'est un gars qui est capable de finir les jeux, qui sont bien amenés par les deux joueurs. Et cette ligne-là, on a vu que c'était 2 goals pour Winnick, et puis un assist, Omark qui fait 3 assists. Que demander de plus, quoi. Et là, je pense que on est suffisamment prompt à dire quand on a eu tort sur quelque chose. Et l'exemple de Mathieu Vouillamo, finalement, est une sorte de petite claquette, on va dire, à notre rencontre. C'est pas fait dans cette optique-là, évidemment. Hein. Je pense même pas qu'on nous écoute. Mais quand on disait à Genève, place à l'expérience et aux gros joueurs internationaux avec l'arrivée de Moya Vermigne, plus de place pour les jeunes. Force est de constater que oui, ils ont plus de densité offensive cette saison que la saison dernière. Oui, Denis Smirnov s'en a clairement fait les frais, parce que l'année passée, il jouait énormément, il ne joue plus. Patry joue moins également. On en a beaucoup parlé de ça. Alors tu me diras, derrière, c'est plus difficile parce que là, ils sont très courts. Donc le coup de très carrière ont leurs minutes. Mais l'utilisation de Vouillamo, et je sais qu'on l'a déjà dit, mais ça me fait plaisir de leur dire une deuxième fois, l'utilisation de Vouillamo, elle est exemplaire. Il a été parqué à Sierre durant la saison régulière, il y joue 22 matchs, 5 points, et il a plus de points en 7-8 matchs de play-off qu'en 22 matchs avec Sierre en Swiss League, ce qui est quand même ahurissant au passage. Et tu peux dire, oui, alors il joue avec Winnick et Omark. Oui, d'accord, mais c'est les play-offs, donc ça remet quand même vachement les choses dans le contexte. Puis on parlait de Idemark avant, qui était incapable de jouer en National League et qui a presque un demi-point par match en Swiss League en tant que défenseur. Tout à fait. Et malgré tout, il est monté dans l'alignement et il est monté déjà d'une ligue et directement en haut, ils ont dit, ben voilà, toi tu peux nous amener ça. Sur la ligne avec Omark et Winnick, si eux pourront briller, c'est parce que tu seras là. Et plutôt que d'utiliser à cette place-là un Tyler Moy, parce que tu dis c'est un buteur avec Winnick et Omark, ça peut faire une super ligne. Ben non, on met Vouillamo à cette place-là et on sait pourquoi. Il a un rôle très précis. Et il arrive à briller. C'est pas juste la troisième roue du vélo, du char. Bref, c'est pas l'homme qui est là juste pour faire le nombre ou pour permettre à Moy d'être sur la troisième ligne dont tu prends le maillot de la première ligne. Non, pas du tout. Il apporte quelque chose. Il a 4 buts déjà. C'est hallucinant, je trouve. Ce serait intéressant de poser la question aussi à ces deux compères, ou peut-être même à Mathieu Vouillamo, comment il est mis en confiance par ses compères de ligne. Oui. Il y a eu un match où Vouillamo avait été rétrogradé dans la série contre Fribourg et on l'avait mis en avant à ce micro justement qu'ils n'avaient pas peur après une victoire de changer, de mettre un autre ailier. Je me souviens plus malheureusement. Miranda, allez au cas parce que tu avais fait un lobbying. Non, c'était pas Miranda. Mais
il y avait eu un ajustement à ce moment-là. Visiblement, c'était quelque chose que les coachs avaient identifié et qui voulaient dont ils voulaient peut-être profiter chez Fribourg-Gotteron. Mais la confiance lui est maintenue. Et dans ce match 3, donc le 3e de la série, il marque pas n'importe quel goal. Hein. Complètement. Il met le 3-1, celui qui fait que tu es un peu plus tranquille pour la fin de série. Hein. C'est ça qui est fou. C'est qu'en plus, faut pas avoir la main qui tremble quand c'est la 56e, qu'il y a 2-1, que Zurich est au bord de l'élimination. On sait qu'ils vont venir avec de grandes intentions. Puis là, ils profitent complètement du décalage, de la belle passe. Et non, c'est assez fou de voir le développement comme ça. Est-ce que ça peut devenir à terme un vrai joueur de play-off qui sait se sublimer à ce moment-là? On sait en discutant avec des anciens, même avec des joueurs actuels, avec des gens autour du hockey, que les play-offs, c'est quand même, quand les Américains disent c'est un autre animal, ouais, c'est clairement ça. C'est que tout se resserre, que normalement, les meilleurs joueurs, comme ils sont pris en charge par les autres meilleurs joueurs, c'est aux deuxième, troisième vague, il faut arrêter de parler de vague, mais les couteaux, ça me semble un peu bizarre. Mais ça me semble presque un peu dépréciatif de parler de second couteau, mais c'était le secondary scoring, ou en tout cas d'avoir ça pour pouvoir se sortir de situations compliquées. Et Mathieu Voyamo, on est l'exemple, effectivement. Et si on reprend ce match contre Zurich, c'est Daniel Winnick qui met les 2 premiers buts. Winnick qui avait pas été franchement extraordinaire depuis le début des playoffs, mais en même temps, il n'avait pas besoin de l'être parce qu'il y avait d'autres joueurs qui étaient capables de... Mais tu parles sur le plan comptable, peut-être. Absolument, aussi, hein. Ouais. Absolument, en réussite, disons. Ouais. Et c'est un doublé qui permet là aussi de jamais trembler. Et dans cette série contre Zurich, Genève n'a jamais été menée. Ça, je trouve hallucinant. Et j'avais sorti la statistique de la série contre Fribourg. Sur une série en best of 5, Fribourg avait dû mener... Alors, il y a eu le premier match que les Dragons avaient gagné assez rapidement. Ils avaient mené 2-0. Donc, il y a eu beaucoup de minutes là. Mais dès l'acte 2, Fribourg avait quasi jamais été en tête. Donc, Genève prend tout le temps les devants dans les matchs. Et derrière, défensivement, c'est ultra solide. Là, de nouveau, Andrigetto, il a une pelle de tir, mais il n'est jamais dans une position très dangereuse. Pour moi, il y a un moment clé dans cette rencontre. C'est la 30e minute, juste avant le 2-1 de Winnick. Et tu as Andrigetto qui se retrouve à 4-5 mètres de Manzato. Et je pense qu'il a visé le numéro. Il l'a mis sur le 76 de Daniel Manzato. Et c'est Sven Andrigetto qui est le meilleur buteur du championnat. Donc là, il y a un petit peu de réussite entre plein de guillemets. Parce qu'à ce moment-là, le match peut aller dans l'autre sens. Mais il ne va jamais dans l'autre sens. C'était le même cas lorsque Manzato fait un énorme arrêt sur Prassel. Et juste derrière, il y a 2-0 dans l'acte 2. Oui, ça aurait pu tourner dans l'autre sens, mais c'est aussi ça une équipe en confiance, c'est qu'elle fait en sorte que ça ne tourne pas dans l'autre sens. Et actuellement, Genève a vraiment le vent dans le dos et en pleine confiance. Moi, je te dis honnêtement, sur ce que j'ai vu et j'ai suivi les 2 séries de Genève, je ne vois pas franchement comment Genève peut être arrêtée. Alors attention, il y a Zug derrière, c'est autre chose, ou Rapperswil, mais probablement Zug derrière, c'est clairement autre chose. Mais il y a un tel niveau de confiance actuellement à Genève, c'est assez plaisant à voir en fait de l'extérieur. Alors, c'est vraiment, je pense que même, à part les supporters obtus de leur club qui ne veulent pas voir, on connaît les querelles de clocher, mais c'est vrai que ce groupe-là, on a l'impression que c'est un peu le groupe que chaque supporter rêverait de voir dans son club, finalement. C'est un peu la définition d'une équipe de play-off. Ça joue physique. Et je voulais aussi dire, ce qui m'impressionne, j'essaie de me rappeler les coups un peu à la limite qu'il y a eu cette saison. On se souvient que Mercier avait ramassé quelques matchs, mais c'était avec un arbitre, non, si je me rappelle bien. Il y a eu Damien Ria, cette vilaine charge sur Elia Riva. Mais sinon, depuis quelques semaines, oui, Winnick FR, Braille, Piaille, Richard a sans doute utilisé son poumon supplémentaire pour parler, mais c'est pas une vilaine équipe en fait. Non, vraiment pas. Et pourtant, on met l'emphase sur le jeu physique, mais il n'y a pas de Claudio Cadonao à Genève. Non mais
Enfin, Claudio Canona qui nous agace profondément parce il passe chaque fois entre les gouttes. On espère que ça va. En fait, il va pas causer de tort parce que on n'a pas envie qu'il repasse encore une fois contre les gouttes parce que ça voudra dire qu'il a de nouveau fait une charge vicieuse et qu'il n'aura pas été sanctionné. Donc, je préfère dire que tant mieux qu'il soit plus sanctionné, ça veut dire qu'il a plus fait de charge vicieuse ou quoi que ce soit. Mais il n'y a pas ce genre de joueurs à Genève. Ils arrivent vraiment à jouer un hockey physique, mais un hockey correct. Et je trouve que c'est assez plaisant finalement parce que on n'aime pas voir quand il y a Christian Marty ou des trucs, des fois des gars un peu à la limite, tu as toujours un peu d'énervement. Et à Genève, il n'y a pas un joueur qui cristalliserait un peu un énervement, un agacement de la part des autres supporters. Non, à une époque, ça aurait pu être un Noah Rod qui a un passé de joueur très, voire trop rugueux. Mais là, non, il est dans les clous tout le temps. Et je pense que la limite a été trouvée par Genève, jusqu'où on peut aller sans trop en faire. Et c'est une vraie raison de leur succès actuellement. Jouer sport, un jeu de la loterie romande. On passe au pronostic. On a le choix là aujourd'hui. Ouais. Il y a tellement de matchs. Note que, c'est pas vrai, on pourrait presque choisir l'équipe de Suisse qui va jouer, qui va commencer sa campagne avant le championnat du monde. Mais non, on va être simple et basique comme Orelsan et puis on va faire le match 4 entre Zug et Rapperswil. Ça se joue à Rapperswil. Samedi soir. Mais vu qu'on a envie d'une finale entre... je sais pas, en tout cas, personnellement, j'aimerais une finale entre Zug et Genève. Je devrais pas me dire qu'il faut parier avec le cœur ou ne serait-ce qu'un peu l'émotion. Mais je vois quand même... Là, Zug, ils doivent rager de devoir encore faire un déplacement, de reprendre le bus pour aller de nouveau à la St. Galler Cantonal Bank Arena et qu'ils aimeraient bien se débarrasser de cette histoire. Puis qu'à un moment... Ouais, c'est difficile de voir autre chose. J'ai quand même l'impression que Zug gagnant. Même si peut-être Daniel Vukovic va pas être d'accord avec nous, hein, parce que lui, en général, il est jamais d'accord quand on met pas Rapperswil gagnant. Donc, La question, c'est le handicap. Zug est à 1,60 sur Jouer Sport. C'est une évidence que je te laisserai pas prendre une cote handicap de 2 à 2,75. Et ça risque d'être probablement ça la réponse de mon côté. Attends, tu veux une tôle? Moi, ou le truc où ils sortent le gardien, puis... Moi, je veux rien du tout, mais... Non, pas tu veux, tu vois. Il y a aussi un pari qui me fait souvent marrer sur ces derniers matchs, sur ces fins de série. C'est tiers-temps le plus prolifique. Dernier tiers à 3,35. Et ça me fait assez rigoler parce que tu dis match serré, fin de match, ça sort le gardien de manière inconsidérée parce que foutu pour foutu, et t'en reprends un ou deux. Ça me fait souvent assez marrer de mettre un petit quelque chose là-dessus. Ouais. Il y a un côté un peu coin flip. Soit c'est hyper serré, puis à ce moment-là, ça part en prolo et du coup, il n'y a pas eu ça. Soit alors effectivement, tout d'un coup, ça se débloque et puis... Après, un coin flip, c'est 50% de chance de gagner. Mais je te donne un coin flip à 3,35. Ouais. Pile ou face, 3,35 pile, 1 et quelques face. Moi, je prends. À long terme, t'es pas perdant. C'est juste. Ça pourrait être un pari qui me fera marrer. Ou pas, on verra. Mais j'ose... Tu sais, des fois, j'aime bien partir sur l'under ou l'over. Puis là, ça pourrait être un truc style 3-0 ou 4-1, effectivement, comme tu dis, avec une défense zougoise qui tient la route, un Genoni qui est vraiment à l'heure, des défenses resserrées, puis finalement, ça se débloque un peu à la fin, mais ça prend pas une ampleur folle. Donc, mais j'hésite. Donc, Zug, plus de 3 buts à 1,85. C'est un autre aspect. 4 buts pour Zug en un match, c'est clairement faisable. Surtout, comme on disait avant, par rapport à une rencontre qui pourrait se décanter sur la fin. Il y a qu'un match à choix, mais en tout cas, ça peut offrir quelques perspectives, disons. Mais ouais, je pense que le Zug -1 ou -2, c'est quand même un truc intéressant à envisager pour ce pronostic. Comme d'habitude, c'est sur nos réseaux sociaux que ça se passera avec notre visuel le matin du match à 9h. Donc samedi matin 9h, mais ça risque d'être très zougois, les logos en évidence. Jouer sport, un jeu de la loterie romande. On termine ce Cold Facts, le 3e de la semaine. Non, bleu, ça passe vite. Ouais. Avec l'actualité, parce qu'évidemment, on commence à nous sortir des trucs. On n'a plus
pile au moment où on est en train d'enregistrer Antonietti. Enfin, ça va pas du tout. Donc, on est obligé de revenir. Notamment, un des trucs qui a fait grand bruit, c'est l'éviction d'Alex Châtelain et de Florence Schelling à Berne. C'est assez mal passé, on va dire, au niveau de la com, hein, j'ai l'impression. Ben, le retour de bâton est à la hauteur de l'élan avec lequel le bâton s'est élevé, disons. Et quand tu fais un coup de com comme ça a été le cas il y a une année, parce qu'on va pas se mentir, c'était le cas. Ça c'est vu aussi dans la place qui lui a été faite dans cet organigramme. Ça n'a pas fonctionné. Et peut-être, moi, j'ai envie de croire que c'était pas la volonté initiale de Marc Lutti de faire un coup de com'. Par contre, je pense que il n'avait pas franchement de candidat qui se détachait à fond. Et il s'est dit, donnons-lui sa chance, et c'est complètement louable. Mais en plus, la plus grande organisation d'Europe qui donne la barre à une femme, ça peut pas mal se passer. Certes, sauf si une année après, tu la renvoies. Là, ça peut clairement mal se passer. Et c'est en train d'arriver. Et moi, il y a juste un point qui me dérange dans toute cette histoire, mais même elle remonte à 1 an en arrière déjà. Hein. J'ai l'impression qu'à aucun moment, la question de Florence Schelling est-elle compétente pour ce poste a été centrale dans la discussion. Et je dis vraiment dans les deux sens. Au moment où elle a été engagée, personne ne s'est posé la question. Il y a en tout cas ouvertement, moi en off, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit mais on est sérieux là, ouais. ça va pas marcher. Tu sais que ça ne marchera pas. Mais c'était forcément une super chose. Alors ça l'est en termes d'inclusivité, je suis complètement d'accord, mais la question n'a pas été centrale. Et au moment où elle est licenciée, la question n'est toujours pas centrale. Était-elle la bonne personne ? Non, la question c'est où le projecteur se rebraque sur c'est une femme. Donc, elle a été licenciée parce qu'on n'a pas donné sa chance à une femme, etc. Et finalement, moi, ce qui me frustre, c'est qu'on n'a jamais parlé est-elle compétente pour ce poste ? Et je n'ai pas la réponse à cette question, parce qu'en une année, je pense qu'on n'a pas le temps d'avoir la réponse à cette question. Et je me rappelle, quand on a parlé de ça lors de son engagement, sauf erreur, on avait un épisode ou alors c'était au PK-list, bref, on fait des théories partout. Donc, une théorie une fois. Mais je disais, mais j'espère juste qu'on lui laissera la chance de nous montrer si elle est compétente ou non. Et finalement, une année après, tout ce qu'on sait, c'est que c'est une femme et que... Est-ce que c'est tout, en fait ? Et je trouve ça presque dommage. Le truc qui peut, pour moi, justifier ça, c'est l'arrivée d'un Reto Raffainer. Je ne dis pas que c'est lui qui a eu sa tête, vraiment pas, mais il y a une réorganisation complète à Berne avec la nomination de Raffainer, mais en dessus de ce poste-là. Hein. Klaus Taug n'hésitait pas à parler de Obersportchef, Untersportchefin et Nebensportchef mit Châtelain und Schelling. C'était un peu ça sa blague du Ober Unten Neben. Et donc il y a une réorganisation, donc les cartes sont rebrassées. Berne est un peu en panique en se disant mais en fait ça va pas être si simple que ça. Il y a une quinzaine de contrats qui arrivent à échéance. Andréheim se tire à Ambry en termes de communication et en termes là pour le coup c'était un des mandats de Florence Schelling de re-signer des contrats cette saison. Dans les faits, Yannick Buren et Andréheim vont à Ambry. Yannick Buren, moi j'aime bien ce défenseur. J'aurais pu imaginer qu'il ait un contrat encore à Berne, surtout dans une optique de reconstruction, tu as tes cadres qui sont vieillissants, etc. Mais moi, c'est surtout Andréheim. En plus, il a fait des playoffs fantastiques et il n'est pas resté à Berne. Et moi, j'ai l'impression que quand tu es dans une politique de reconstruction, que tu mises sur tes jeunes, et que tu vas devoir le faire parce que tu n'as plus les reins aussi solides. Enauer, on sait, il y en a exactement. Tu n'as plus les reins aussi solides qu'il y a 10 ans où tu peux juste engager des gars un peu chers, c'est pas grave, tu surpayes. Non. Et là, la communication autour de Andréheim ou son absence de communication, tu t'assieds à table puis tu dis écoute, on va construire avec toi, on te donne un contrat de 5 ans, on te donne un contrat de 4 ans. Bon, je te dirais qu'il faut aussi qu'il le prouve sur la glace. Là, en play-off, on l'a vu, mais ça a été long à se mettre en place quand même. Je suis d'accord avec toi, mais c'est aussi le travail justement de tout ce département sportif, de se rendre compte qu'il a un potentiel ou pas, le joueur. Et en l'occurrence, moi je pense qu'Andréheim, il a un potentiel et de le perdre pour Ambry, ça c'est quand même un gros problème. En plus, si on ajoute à ça le fait que c'était
elle, en charge du dossier Don Narbauer. J'étais pas sûr que je me rappellerais du premier coup de son nom, mais si, on se rappelle de Don Narbauer, qui a été un fiasco. Alors, elle a participé à ça, elle avait fait une grande enquête avec 60 questions. Et là aussi, à l'époque, honnêtement, je peux pas donner les noms des personnes qui m'ont parlé à ce moment-là. Mais ils étaient là, mais quoi, 60 questions pour... Enfin, au bout d'un moment, ça devient de l'uber-communication à un moment ou à un autre. Et ça faisait vraiment rire sous cap. Et malheureusement, ça s'est très mal passé, cette première grosse décision pour Florence Schelling. Au passage, entre-temps, j'étais en train de chercher. Andréam, il fait quand même 18 points en saison régulière en 45 matchs. Ouais. Donc, tu te dis, ouais, il y a quelque chose chez ce joueur. En plus, il joue au centre. Il a 23 ans, donc il va encore un petit peu progresser. Mais certes, il a plus 21, quoi. Et sa progression, elle va gentiment s'aplatir encore, mais il va encore progresser sur 2-3 ans. Elle paye aussi ça, hein, de toute façon, Florence Schelling, mais elle paye la réorganisation interne. Et moi, j'espère vraiment qu'elle n'a pas été virée parce que c'est une femme, mais honnêtement, je pense pas. Je pense pas que ça... En plus, en 2021, quand tu sais comment ça se passe actuellement sur l'inclusivité, sur donner les chances égales aux hommes et aux femmes, etc., ça peut pas être la raison. Et je trouve que ça a été un peu trop souvent mis en avant, même parce que c'est une femme. Mais non, je pense pas, en fait. C'est juste qu'elle a payé le prix assez cher, hein, de la réorganisation, mais aussi de l'erreur à la base il y a une année, parce qu'elle n'a pas demandé, enfin elle a postulé, certes, mais elle n'a pas mis un couteau sous la gorge à Marc Lutti en disant signe-moi. Ben non, c'est Berne a pris un risque, a eu pendant 6 mois une excellente presse, puis ben, maintenant ils se sont rendus compte que ça allait pas pouvoir durer, donc voilà, c'est leur tour de bâton. Il faut quand même se rappeler qu'il y a des journalistes du monde entier qui ont appelé. Ah oui. On nous a des journalistes d'autres pays qui nous ont contactés pour nous dire comment est-ce qu'on peut joindre Berne, parce que visiblement il y a une femme qui est à la tête du club. Donc c'est pour dire, tu dis payer aussi les errements d'un aréopage complètement fou. On se moque souvent de Lausanne parce qu'il y avait beaucoup de monde derrière le banc. Là, à la tête du club, entre les membres du conseil d'administration, le CEO, le je sais pas quoi, le quelque chose EO, enfin, il y avait des IO, en tout cas, à Berne, entre Marc Streit qui arrivait, ils étaient au moins 15 000 au match. Alors, il n'y avait pas 50 spectateurs, c'était 8 clos, mais tous les membres du staff du club et de la direction générale, ça faisait... quasiment 4 loges. Non, mais on exagère un peu, mais il y a vraiment beaucoup de monde pour prendre des décisions. Finalement, ça faisait un peu... on voyait qu'il y avait trop. Donc là, un coup de balai dont elle est victime, malheureusement. Mais la réorganisation, elle commence à être logique. Après, est-ce qu'il fallait la laisser elle et puis pas garder Raffiner? Enfin bref, ça devient débile. Mais en tout cas, maintenant, ils ont resserré le truc. Raffiner a dit qu'il avait besoin de quelqu'un de très expérimenté pour ce poste de GM, parce qu'il se rend compte que Berne, dans une année, enfin l'année qui vient, elle est charnière pour le futur à moyen terme. Et il avait peur d'embarquer léger avec Florence Schelling pour cette bataille-là. Et du coup, il a décidé de s'en séparer. Sportivement, je le comprends. On peut que le regretter, parce que moi, j'aimais bien cette feel-good story. Ouais. Aussi, parce que Florence Schelling, c'est quelqu'un de super. Et puis à l'interview, moi, cette saison, je l'ai eu quelques fois à l'interview. J'ai eu aucun ressentiment ou aucun sentiment négatif où on discutait avec elle. Certaines fois, les directeurs sportifs peuvent être tendus ou un peu... non, il y avait des questions qui étaient volontairement critiques. Elle ne s'est jamais défilée. Donc, je peux regretter ça. Mais par contre, j'espère que le débat se ressente sur le sportif et comprendre le raisonnement là derrière et pas s'arrêter simplement à la sexualité de la personne en poste, parce que finalement c'est aussi ça, l'égalité de traitement, c'est de l'égalité des chances, ça doit aussi passer par l'égalité de traitement au moment où la personne est en place. Et moi je suis persuadé que si l'année passée à pareille époque Berne avait annoncé la nomination d'un homme avec une aussi faible expérience qu'elle à cette place-là, les réactions auraient été ultra négatives. Ouais. Et à tort ou à raison, parce qu'il aurait peut-être été tout aussi compétent ou pas, peu importe. Mais là, il y a eu un en tennis au premier tour, on dit un bail, quoi. T'as pas besoin de combattre parce que
l'histoire se suffisait à elle-même sans qu'on ait besoin de se poser d'autres questions. Bah, malheureusement, là, j'espère qu'on se repose d'autres questions justement sur l'aspect sportif. Et puis surtout, bah, j'espère qu'elle va trouver un moyen de rebondir. Parce que je pense qu'en une année, elle a appris énormément de choses. Moi, si c'est possible, je la verrais bien dans un club plus bas. C'était vraiment pour un peu s'aguerrir, simplement, faire ses expériences. Puis on lui laisse le temps où elle peut... Ah, super pioche. Là, c'était moins bon ce coup-ci, mais c'est pas grave. De toute façon, tu as 3 ans pour construire le truc et puis on verra après. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et finalement, ben, de débarquer comme premier poste à Berne, c'est aussi un cadeau empoisonné. Et tu peux pas blâmer quelqu'un de prendre un tel poste parce que tu n'as peut-être qu'une chance dans ta vie de devenir directeur sportif de Berne. Et donc, l'accepter, pour moi, était complètement logique de sa part. Mais c'est vrai que dans une logique de progression et de développement de ses compétences, commencer par... Je dis au hasard Langenthal parce que je sais qu'il y a une... alors Langenthal, il y a Kevin Schlepfer. Donc déboulonner Kevin Schlepfer, c'est peut-être pas simple, mais peu importe. Un club de Swiss League où tu fais tes armes et où tu comprends le travail au quotidien que ça implique. Parce que rappelons aussi que Florence Schelling, ce qui l'a pas aidé, c'est qu'elle a quand même souffert des conséquences de son accident de ski. Ouais. Et elle était toujours en traitement. Et finalement, bah, c'est difficile de gérer les deux choses en parallèle. Et bah voilà, le timing était peut-être pas excellent de ce point de vue-là, mais moi je pense qu'elle a appris énormément de choses et moi je serais pas surpris qu'on la voie rebondir quelque part parce que c'est quelqu'un d'intelligent et elle saura peut-être aussi tirer les conséquences de ça et je pense qu'elle va pas s'arrêter à se dire c'est pas je suis une femme que j'ai été virée. Non, elle va essayer de comprendre les raisons aussi sportives qui font que, et elle va revenir plus forte. Mais c'est vrai que c'est juste un peu dommage parce qu'il y a un peu ce côté, c'était la super belle histoire et puis elle s'arrête un peu abruptement. Une autre histoire, plus au sud du pays, là où il y a des palmiers, là où tu aimes aller quand tu dois faire des reportages, oui. Du côté de Lugano, où Adrien Burgler, en l'occurrence c'est plutôt Klaus Zaug, mais c'est Watson, qui a confirmé, ou en tout cas qui croit savoir que Chris Maxwell va débarquer à Lugano pour 3 ans comme coach. Confirmant une information du Blick, exactement. Je dis pas ça parce que c'est ma future casquette à partir de ce soir minuit 1, mais on est toujours très pointilleux sur les citations des sources. Donc, C'était sorti juste avant un match, effectivement, quand l'info était sortie, comme quoi Serge Pelletier ne serait probablement pas conservé. Voilà, Chris Maxwell, maintenant ça a l'air d'être de plus en plus chaud. Le club n'a pas encore confirmé. Je crois qu'on entendait dire que ça pouvait être la semaine prochaine plutôt que Lugano allait communiquer à ce sujet-là. 3 ans, c'est un contrat joli, si c'est bien ça. En tout cas, on lui donne les moyens. Là, on parlait de Florence Schelling qui, après une année, doit déjà faire son sac. 3 ans, avec Chris Maxwell qui a beaucoup d'expérience, qui est plus un entraîneur, qui n'est pas un novice. Mais ouais, il aura les clés, quoi. Enfin, il faudra voir avec Nat Dominichelli. Voilà, il aura les clés pour ouvrir la porte du passager ou la place du mort. Mais pour 3 ans de contrat, quand même. Si ouais, c'est ça. Ouais. Non, mais je crois qu'en général, peu importe dans quel domaine, je crois que la négociation des contrats, si on doit dire c'est plutôt un plus ou un moins chez Max Orler, c'est plutôt un de ses points forts, que ce soit par rapport aux joueurs, par rapport à lui-même, il sait négocier, ça. Ça, il faut clairement lui laisser. Il sait se vendre. Oui, il sait se vendre. Moi, je suis très content, si ça se fait, si ça se confirme, de revoir Chris Maxwell derrière la bande. Parce que il y a un sens du spectacle quand il est là, en général. Et on l'aimait bien en tant que coach quand il avait sa place de seulement directeur sportif à Genève, où en plus, on savait que il prenait pas toutes les décisions, disons, parce que c'était déjà compliqué avec la direction à l'époque. Tu voyais qu'il dépérissait un petit peu dans sa loge, le pauvre. Et là, c'est un homme de terrain, un homme de glace. Et si ça se fait, et si ça se confirme, et j'ai tendance à croire Watson et Blick, c'est exactement comme Eugène De Vos quand le Blick, le Tages-Anzeiger et la NZZ donnent une information. Moi, j'ai pas envie de vivre dans un monde où ils sont tous faux. Et là,
Alors, c'est un peu plus... Non, mais Watson, c'est affirmatif aussi. Hein. Ouais. Klaus Tog est affirmatif. Là aussi, On me cite une info de Klaus Sauck dernièrement qui était complètement à côté. Quand il sort quelque chose, bah, j'ai pas souvenir Non. d'un truc diamétralement opposé. donc après, quand c'est de l'opinion, c'est clairement autre chose. Ah ouais, non, mais... On peut être d'accord ou pas avec, on peut le considérer plus ou moins vieille école sur certaines prises de position. Mais par contre, quand c'est de l'information, ben voilà, moi j'ai tendance à respecter le journaliste qui sort une information. Quand c'est Klaus Tog, je lui fais confiance. Et donc si ça se fait, bah, Chris McSorley à Lugano, j'ai l'impression que c'est un peu le mariage qui devait toujours se faire. Mantegazza, elle l'adore. On disait la même chose avec Bern, tu me diras. Donc finalement, McSorley il devait se marier avec à peu près tout le monde. Del Curto, on disait aussi que Mantegazza l'adorait. Enfin, tu vois, Del Curto et Max Sorley, tout le monde les aime finalement, parce que ça a été des tels personnages pendant plus de 15, entre 15 et 20 ans, voire même 30 ans pour Del Curto, qu'ils ont tellement marqué le paysage hockeyistique et même médiatique finalement suisse. Il y avait aussi tu as parlé de Kevin Schlepfer aussi. On disait au Suisse alémanique qu'il est très connu parce qu'ils aiment beaucoup avoir ça. Donc effectivement, Del Curto, c'était ça. Nous, et puis comme il parle anglais et qu'il parlait moins le français, enfin les alémaniques avaient plus de facilité avec lui, parce que comme ça ils n'étaient pas obligés de se dire on doit venir parler en français. C'est plus tranquille, on est bien. Par contre là, en entendant cette probable nomination de Chris McSorley, je me dis, il y a des passeports suisses qui vont sortir, il y a des petits Canadiens qui ont des arrière-grand-mères. Là, il a peut-être réactivé ses réseaux. Tu vas peut-être voir débarquer des nouveaux Jérémy Vick, Cody Almond, des compagnies. C'est pas impossible. Moi, la question que je me pose concernant Chris McSorley, parce que là, tu parles de... Tu reparles, disons, du Dicaster de Nat Dominichelli. Alors, je pense qu'ils vont... C'est pas... Ils vont travailler ensemble. Ils vont travailler main dans la main, évidemment. Mais moi, là, c'est la raison pour laquelle il va à Lugano, s'il y va, c'est pour coacher. Et est-ce que Chris McSorley, aujourd'hui, est encore techniquement et tactiquement capable, et j'ai pas la réponse, mais c'est une question qu'on doit se poser, capable de mener une équipe de National League au succès? Il a 59 ans, il a une expérience richissime, il a plus de 30 ans dans le coaching, hein. Je regardais sa fiche Elite Prospect, il a commencé en 89-90 comme head coach. Ça ne rajeunit pas grand monde. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est encore quelqu'un qui est à la page suffisamment? Et on m'a fait la réflexion, on m'a fait la comparaison hier avec José Mourinho. Et est-ce qu'à un moment ou un autre, il ne va pas devenir le José Mourinho du hockey? Le has-been, disons, que tu reprends parce que c'est un nom, mais que tu te rends assez vite compte qu'il pourrait être dépassé par les événements. Et là, je n'ai pas la réponse à cette question, mais c'est une question qui est complètement légitime. À son crédit, Chris McSorley, ça a quand même été quelqu'un qui a tout le temps eu un ou deux coups d'avance sur la concurrence. En termes de notation de ses propres joueurs, il l'a rappelé à qui veut bien l'entendre, enfin, il en parle à qui veut bien l'entendre, comment il notait ses propres joueurs. Les statistiques, c'est quelque chose qui l'a toujours assez titillé et il réfléchit de manière très nord-américaine depuis 20 ans en Suisse. On est en train d'y arriver avec des échanges, avec une pyramide de formation, avec National League, Swiss League, etc. Ça s'américanise de plus en plus ici. Donc finalement, les coups d'avance qu'il avait, est-ce que finalement, il est peut-être pas juste dans son temps maintenant et donc il n'a plus de l'avance, mais il est up-to-date, on va dire. Ouais, c'est dommage. J'allais faire en me disant, ah ouais, mais il va bien s'amuser avec Petr Svoboda, ils vont pouvoir faire des échanges à gogo. Puis après, je suis là, mais non, il est que coach. Il n'est pas directeur sportif, calme-toi. Donc, il n'y aura pas des trucs entre à la Talo, finalement. Oh non, ça ne me convient pas, à la Talo qui arrive de Zug. Oh non, je l'envoie à Zug, puis je prends Mirko Müller, ou je sais pas quoi, non, n'importe quoi. Mais il n'y aura pas ça, en tout cas pas pour le moment. C'est dommage. Oui, je suis d'accord. Mais Dominichelli, si Chris McSorley est suffisamment convaincant, et je crois on peut pas douter des compétences de Chris McSorley à convaincre les gens, s'il lui convainc du bien fondé d'un move ou d'une signature ou l'autre, je peux imaginer que Dominichelli, qui est aussi un Nord-Américain, pourrait avoir envie de s'amuser et de faire 2-3 échanges, surtout que je pense que Lausanne ne sera jamais inintéressé. On finit juste avec l'actualité de l'équipe de Suisse. Pourquoi ? Parce que, on rappelle, c'était quand même il y a 3 ans. Ça fait notre
notre anniversaire. C'était pile il y a 3 ans qu'on avait lancé Coldfax. On avait commencé par parler de la sélection qui allait s'envoler pour Copenhague. On avait vécu un truc incroyable. Et évidemment, vous aussi tous, ceux qui avaient suivi ce championnat du monde qui était incroyable. On va juste regarder un peu la sélection. Il y a 24 joueurs qui ont été retenus pour l'instant. Il y a un match ce vendredi 17h45. Ce sera un peu pendant Coldfax, Suisse-Russie à Bienne. Demain samedi, la même chose. Mardi contre l'Italie. Et puis après 2 matchs contre la France le week-end prochain à la BCF Arena. Après, on peut dire où c'est, mais comme on peut à peu près pas aller. Donc, ça n'a pas tellement d'intérêt finalement. Reto Berra, Nika Schlegel, Joran van Pottelberger. Là, en tout cas, on sait déjà qu'on a un des titulaires. Tu veux pas toute l'affaire, c'est ça? Je voulais aller me faire un café. Si tu nous fais toute la liste. Non, mais bon, quand même. Je veux dire, Forafrik, Glauser, Eldner, Kreislöffel, Moser, Untersander. Tu prends de la crème? Non, seulement un petit sucre. Et déjà, rien quand on voit ça, qu'est-ce que tu vois aller? Parce qu'on a quand même des gars qui ont fait des championnats du monde. On a l'impression qu'ils ne vont pas partir, même si des Nord-Américains débarquent et même si les gars qui ont été éliminés ou vont être éliminés de la finale vont venir. Oui, non, effectivement. Moi, plutôt que des gens présents, j'aimerais parler d'un absent qui m'a vraiment surpris, c'est Joel Genadzi. Ah, moi j'aurais dit Mirko Müller, mais d'accord. Oui, alors Mirko Müller aussi, mais Genadzi, il est un peu plus concernant de notre côté. Et honnêtement, j'ai pas lu l'info comme quoi il refusait une éventuelle sélection, ce qui peut arriver au terme d'une saison. Tu as joué blessé ou autre, j'ai aucune info dans ce sens-là, mais pour dire, ça peut arriver qu'on dise mais il avait prévu une intervention chirurgicale, alors pour être prêt au début voilà, il fait l'impasse. J'ai rien lu de tel. Et c'est quand même un historique de l'équipe de Suisse, surtout des premiers camps. Je me dis qu'il aurait quand même mérité sa place, en tout cas au début de la préparation, voire plus. Et puis en attaque, alors 13 noms, je sais ça fait un peu une litanie, mais Ambul, Bertaggia, Berchi, Corvi, c'est exprès pour Greg, hein. Non mais Corvi, pour l'instant c'est le centre numéro 1, je suppose, à l'heure actuelle. En tout cas dans notre cœur. Hein. Ouais. Fazzini, Fuchs, André Heim, dont on a parlé, qui, je crois savoir, est dans les bons papiers de Patrick Fischer. Herzog, Motet, qui mérite cette sélection pour la saison qu'il a fait avec Fribourg-Gotteron. Est-ce qu'il va aller au championnat du monde une fois que peut-être Hoffmann, une fois que d'autres? Ça, c'est un peu la grande question, parce que il a un profil qui fait que le profil de buteur, peut-être qu'il va être remplacé par un buteur capable peut-être d'être un peu plus costaud défensivement et de se mettre au niveau international. Je me rappelle toujours Sean Simpson qui m'a dit « Ouais, mais mon gars, le niveau international, c'est pas parce qu'un joueur met 1 point par match en Suisse qui va être dominant. Il faut le petit truc en plus. » Donc voilà. Pestoni, assez surpris de trouver Pestoni, même s'il a fait une bonne fin de saison avec Berne. Praplon, Chervet et Samuel Walzer. J'ai repensé à Samuel Walzer en me disant est-ce qu'on n'aurait pas pris un spécialiste pour voir un centre qui est solide aux engagements, qui a sans doute manqué à Fribourg-Gotteron quand il a été suspendu, et qu'il pourrait faire du bien à ce niveau-là. Maintenant, on sait qu'ils vont partir, je crois, le 13, et le championnat du monde commence le 21, mais la Suisse commence le 22. Donc on est quand même encore assez loin, et il peut y avoir peut-être quelques changements qui vont intervenir, mais elle est intéressante cette sélection. Il y a quand même pas mal de noms, j'ai l'impression qu'on va retrouver à Riga. Oui, et si tu pars avec cette équipe-là à Riga, t'es pas ridicule, disons, quoi qu'il arrive. Et oui, le cas à Walzer, c'est intéressant, je regardais, il a 22 points cette saison, dont 8 buts, et c'est sa deuxième meilleure saison en carrière. Il avait une saison à 23 points, dont 11 buts. C'était en 15-16 à Davos, et cette année-là, il joue le championnat du monde, en fait. Il joue les 7 matchs, il marque 2 buts en 2016, donc il est récompensé de sa jolie saison avec Fribourg, parce qu'effectivement, en troisième centre à Fribourg, il a vraiment performé. Et sinon, oui, il manque quand même un petit peu de... Il manque un peu de Zugua et de Zurichois par là au milieu. Un Andri Ghetto fera pas de mal. Le Andri Ghetto qui a joué contre Lausanne, parce que son cousin qui a joué la série contre Genève, un cousin un peu maladroit, ouais, il faisait un peu peine à voir au passage. Tout à fait. Le Sven Andri Ghetto. Mais derrière, tu pourras rajouter quand même 1 ou 2 joueurs zurichois
du Christian Marty pour amener un petit peu de poids. Pourquoi pas un Prassel? Donc, dans le genre, on Prassel aime bien fait les jeunes. Prassel t'a fait plaisir durant ces playoffs, je suis d'accord avec toi. Mais oui, c'est le premier camp et comme tu disais, je pense que Berra sera là et puis dans les joueurs derrière un Free qui sera là. À mon avis, il n'y a pas trop de... Fort Afrique, hein, on a un peu l'impression qu'on peut pas les dissocier. C'est ça, c'est Tintin et Milou. Hunter Sander, il sera là. Yanis Moser sera là. Leffel, il y a de bonnes chances qu'il soit là. T'as quand même déjà effectivement le noyau de l'équipe de Riga qui est bien présent. Je me demande pour Alatalo, parce que maintenant on sait que... Je crois que c'est toi qui avais sorti l'info d'ailleurs, comme quoi il était éligible pour la Suisse. Exact. Et, du coup, on va pas s'en priver. Tu rajoutes Diaz Diaz à la Talo. Ouais, ça va, je pense que c'est défenseur assez correct. Et puis Romagnosi, si jamais il se fait sortir, si Nashville va pas en playoff, parce que vu que c'est le soldat ultime, le mec, je pense que il voit Patrick Fischer, en fait il répond même pas, il commande directement le billet d'avion pour aller, il regarde Nashville-Riga, ok, c'est bon. Puis devant, il faudra faire une place pour Tanner Richard, peut-être. Vu le niveau moi j'ai envie de te dire Rod Vermin Richard presque. Tu amènes une ligne, tu pars à 3 lignes à Riga et puis tu dis bon, vous amenez les Genevois au dernier moment, comme ça vous les gardez au chaud. Mais c'est vrai qu'on parlait d'Hoffman avec peut-être Columbus, mais là il n'y a pas tellement de raison de refranchir l'Atlantique. Vu les conditions, puis vu le fait que Columbus ne va pas en play-off, il faudra peut-être attendre encore un peu. Et s'il a un contrat avec Columbus, est-ce qu'il va vouloir venir avec l'équipe de Suisse ? À se poser aussi. Richard, c'est un championnat du monde 2017. Ouais. Il avait joué les 7 matchs. Exactement. Et dernière question que moi je me pose en moment cette sélection, c'est où est Denis Malgin ? Tout d'un coup, quand tu as dit Richard 2017, je me suis dit, tiens, il y avait Malgin. Et il n'est pas là. Donc Malgin m'avait dit, et je l'avais écrit dans une interview, que lui, une fois que la saison était terminée à Lausanne, il pouvait prendre le vol pour Toronto. On l'avait d'ailleurs évoqué dans un ou l'autre podcast en se disant mais la situation de Denis Malgin est quand même particulière avec ce retour en Amérique du Nord prévu. On n'a pas eu de nouvelles pour l'instant. Est-ce que c'est toujours dans le pipeline, auquel cas on comprend complètement son absence dans cette liste ? Et ça risque d'être le cas. Enfin, il risque de se remettre à disposition de Toronto, à voir si Toronto en a besoin ou souhaite le faire traverser l'Atlantique, comme tu disais avant pour Hoffman, ou pas. Mais là aussi, si Denis Malgin, on rappelle, c'était un peu compliqué avec Patrick Fischer, mais Patrick Fischer lance un nouveau cycle actuellement. Exact. Et les exclus sont à nouveau inclus, on va dire. Et comme Dean Koukan aussi. Comme Dean Koukan, exactement. Alors Bodenman avait dit non, de toute façon c'était bon, hein, mais il faisait partie aussi des exclus. Exact. Donc moi je m'attendais à voir Denis Malgin dans la... Enfin je m'attendais pas, parce que je savais qu'il allait à Toronto, mais par contre je m'attends, s'il ne retourne pas à Toronto, à ce que Denis Malgin soit en tout cas dans l'équipe du début de préparation. Ben voilà, on arrive à la fin de cet épisode 36, le 3e de la semaine. En foot, c'est une semaine anglaise, ça à peu près. La semaine prochaine, comme on ne sait pas encore exactement comment va se passer la série de finale, est-ce qu'elle va commencer lundi, mercredi ou autre, on ne sait pas quand on revient, mais on revient. C'est ce qui compte. D'ici le prochain épisode, profitez bien du week-end. Pour les Genevois, profitez bien des débuts de vos aigles en finale. C'est pas toutes les années qu'on a un roman en finale, donc profitons-en collectivement. Et posez-nous toutes vos questions si vous en avez encore sur nos différents réseaux sociaux. Nous écoutez un peu partout comme d'habitude, sur SoundCloud, YouTube, Spotify, etc. Vous abonnez à nos différents canaux. C'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. Et d'ici là, profitez bien de vos week-ends et à bientôt. À bientôt.